Salut à tous, c'est le Club Ciné avec vous, et aujourd'hui, on regarde La Traductrice. Le pays africain de Matobo gémit sous le joug d'une dictature. Trois hommes discutent des atrocités du dictateur Zouawani, qui a fait disparaître la moitié d'une ville. Il arrive dans un stade abandonné où jouent des gamins, qui leur demandent s'ils veulent voir les morts. Le photographe reste dans la voiture, tandis que les deux visiteurs descendent dans une remise où flotte une odeur atroce et où le sol est entièrement couvert de corps sans vie. Quand les hommes reviennent, un adolescent ouvre le feu sur eux en répétant que l'instituteur leur passe le bonjour. Le photographe se cache et prend des clichés de la voiture qui arrive, dont descend un homme en costume entouré de gardes armés. L'action du film se déplace à New York, où une traductrice nommée Sylvia assiste à une séance du Conseil de sécurité de l'ONU. À l'entrée du bâtiment, les portiques détecteurs de métaux tombent en panne et on annonce une évacuation. La traductrice laisse une boîte avec ses affaires pour ne pas tout trimballer, car elle espère revenir rapidement. Mais la sécurité fouille les locaux pendant longtemps, et Sylvia ne retourne dans sa cabine que le soir. En mettant le casque de traduction simultanée, elle entend soudain le dialogue de deux hommes qu'elle ne connaît pas. La lumière s'allume brusquement, et elle a peur qu'on l'ait remarqué et s'enfuit en panique. Chez elle, elle écrit un message à quelqu'un en disant qu'elle a entendu quelque chose, qu'elle s'inquiète et qu'on l'appelle. Le matin, sur le chemin du travail, Sylvia remarque qu'on la suit. Elle a peur mais commence quand même à remplir ses fonctions. À l'ONU, on discute de la situation à Matobo. L'opposant Zola se cache. Le second, Kuman Kuman, est en exil. Et le président, Zouani, a lancé des purges ethniques soi-disant pour lutter contre les terroristes, ce qui sert de base pour le transférer devant la Cour internationale de justice à La Haye. On convoque d'urgence Sylvia pour des négociations avec l'ambassadeur de Matobo, à qui l'on pose un ultimatum. Zouani doit quitter son poste pour éviter le procès. L'ambassadeur répond qu'ils peuvent le dire eux-mêmes au président, puisque vendredi, il prendra la parole à l'Assemblée générale de l'ONU. Et Sylvia va au service de sécurité et raconte ce qu'elle a accidentellement entendu la veille. Apparemment, l'instituteur ne sortira pas vivant de la salle. Et ce n'est qu'aujourd'hui, après la rencontre avec l'ambassadeur, qu'elle a compris qu'il s'agissait de Zouani. La sécurité s'assure que si la lumière est allumée dans la cabine du traducteur, on voit clairement qui se trouve à l'intérieur. Au siège de l'ONU, on fait venir les agents du secret service américain, Tobin et Dot, qui escortent les délégations étrangères, et on leur confie la protection de Zouani. Les agents s'intéressent à la traductrice et apprennent que Sylvia a vécu en Europe et en Afrique, qu'elle a étudié la linguistique et la musique, que sa mère est anglaise, que son père est un blanc d'Afrique et qu'elle a immigré aux États-Unis il y a 5 ans. Ensuite, Sylvia raconte à Tobin qu'elle risque de ne pas reconnaître la voix, parce que les hommes parlaient à voix basse. L'agent remarque, comme une curieuse coïncidence, que, précisément au moment de son retour, on discutait d'un meurtre dans une langue que connaissent à peine une dizaine de personnes aux États-Unis. Dans une salle pleine de micros, la traductrice s'indigne. Car pourquoi inventerait-elle tout ça? Tobin suppose qu'elle connaît Zouani. Sylvia nie et souligne qu'elle ne souhaite pas la mort du dictateur, car elle croit aux idéaux de l'ONU. Au final, on la laisse sans protection, et Tobin la tient pour une menteuse. La direction donne à Tobin et Dot des agents du FBI en renfort. Et toute l'équipe étudie la personnalité du président, qui avait été un héros populaire au début de son règne. Maintenant, il se déplace partout armé et il sait qu'au siège de l'ONU, on ne le fera pas passer sous un simple portique détecteur. Les agents se demandent pourquoi tuer Zouani de manière ostentatoire, sous les yeux du monde entier, et s'ils ne perdent pas leur temps à cause de la traductrice. Tobin demande un dossier à la CIA et découvre que Sylvia est née à Matobo et qu'elle a la double nationalité. Après cela, on met sa personne sous surveillance. Sylvia essaie de contacter un certain Philippe, mais il reste injoignable. Chez lui, Tobin écoute un message de sa femme, qui veut revenir. Il retient ses sanglots et va passer la nuit au travail. Le matin, on soumet Sylvia à un interrogatoire avec détecteur de mensonges, mais on ne décèle qu'un très fort niveau de stress. Le chef de la sécurité de Zouani, nommé Niels, raconte à Tobin que les proches de Sylvia sont morts à Maboto quand leur voiture a explosé sur une route qu'on avait minée sur ordre du président. L'agent estime que croire la traductrice sera la moindre des erreurs et décide de cacher qu'elle ne peut pas reconnaître la voix, ainsi que de l'utiliser comme appât sous couverture. Et là, Niels lui envoie une photo d'un meeting d'extrémistes où, dans la foule, on voit Sylvia. Aux questions de Tobin, elle répond que c'était un meeting pour la paix. Et à propos de sa famille, elle explique que, selon les croyances de Maboto, on apaise le chagrin en sauvant une vie. On jette le meurtrier attaché dans l'eau, et seule la famille de la victime décide de l'aider ou non. En parallèle, les agents inspectent le bâtiment de l'ONU et évaluent la probabilité d'un assassinat du dictateur. Rentrée chez elle, Sylvia remarque la disparition d'un masque africain. Et soudain, un inconnu apparaît à la fenêtre en portant ce masque. Elle pousse un cri et sa voisine appelle les flics, qui inspectent tout, constatant qu'il n'y a aucune trace d'effraction ni de preuve. Et ils ne trouvent qu'un cheveu sur le masque.
Tobin passe un savon à l'agent de surveillance qui a tout raté et apprend que Sylvia a laissé son sac avec les clés dans un casier au travail. Il l'invite à boire un verre, et dans l'ambiance détendue, Sylvia raconte que le masque lui a été offert par son frère Simon, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, mais avec qui elle reste très proche. Autrefois, elle adorait lire, et lui au contraire, adorait écrire tout ce qu'il voyait. Dans un autre appartement, un bandit étrangle l'homme qui s'était introduit chez Sylvia, parce qu'il a laissé des preuves, et Tobin emmène Sylvia passer la nuit chez lui. Soudain, il raconte que sa femme est morte il y a 2 semaines. Elle était partie de chez lui depuis peu. Pas pour la première fois, elle voulait revenir, mais elle est morte dans un accident alors qu'elle se trouvait dans la voiture de son amant. Tobin avoue qu'il aurait clairement laissé ce sale type se noyer s'il vivait à Macombo. Au matin, on ne trouve aucune empreinte sur le casier de la traductrice, car quelqu'un l'a essuyé. Sous suspicion se trouve l'homme de ménage, mais on découvre qu'il avait été remplacé par un certain Jamal. Dans le journal, on publie les informations sur la ligne de bus que prend Kouman, qui vit en exil à Brooklyn. Philippe arrive chez Sylvia, c'est le même photographe venu d'Afrique qui a survécu au début du film. Il raconte que des gens, se disant envoyés par Kouman, l'ont contacté et qu'ils ont convenu d'une rencontre avec Zola. Il a amené l'opposant sur place et un adolescent lui a tiré dessus à bout portant. Sylvia demande des nouvelles d'un certain Simon, mais Philippe ne sait rien sur lui. Tobin pense que c'est précisément Philippe qui tuera Joanie. La nuit, elle appelle tout à coup Tobin, qui observe par la fenêtre. La femme raconte que Philippe lui a annoncé la mort d'un ami et d'un homme qu'elle avait aimé autrefois. Sylvia sait maintenant que l'agent est tout prêt et s'endort tranquillement. Le matin, elle s'approche de la voiture de surveillance et demande à être conduite à Brooklyn, où elle monte dans un bus avec Kouman et lui parle dans sa langue. L'homme lui demande si elle sait qui il est, et Sylvia répond que c'est lui qui a tué Xola et lui demande où est son frère. Kouman est convaincu qu'on cherche à le piéger, car lui-même ne voulait pas la mort de Xola, et au contraire, comptait s'unir à lui pour vaincre la dictature. Les agents découvrent que celui qui se faisait passer pour l'homme de ménage est un certain Gamba, et dans son appartement, ils trouvent une bombe et un cadavre dans un placard. Et ce même homme monte ensuite dans le bus où se trouvent Sylvia et Kouman. Les agents pensent que le faux homme de ménage transporte une bombe dans son sac, mais ne savent pas comment l'approcher. Kouman, pendant ce temps, promet à Sylvia de se renseigner sur son frère. La traductrice, le méchant et 2 agents de surveillance descendent dans la rue. Tobin ordonne d'évacuer tout le monde, mais le bus explose. L'Africain et l'un des agents meurent. Après cela, Tobin presse Sylvia de dire ce qu'elle faisait dans le bus, lui montre une photo où elle tient une arme automatique. La femme explique qu'elle a rejoint un groupe de résistance après la mort de sa famille. Son frère l'a traitée de lâche et a coupé les ponts. Oui, elle a menti sur son passé, parce qu'on ne l'aurait jamais laissé approcher d'un travail aussi sensible. Elle avoue qu'elle a autrefois aimé Xola, aujourd'hui mort, mais que la différence de couleur de peau était un obstacle, et qu'elle a quitté l'Afrique sans sa famille et sans l'homme qu'elle aimait. Ensuite, Sylvia s'endort sur les genoux de Tobin. Les agents trouvent le corps de Philippe et une lettre pour Sylvia, dans laquelle on dit que Simon, le frère de Sylvia, a été tué en même temps que Zola. Désormais, elle est seule au monde, et Tobin, qui a lui aussi perdu un proche, compatit à sa douleur. Parmi les affaires de Philippe, Sylvia trouve les carnets qu'elle avait offerts à son frère, et à l'intérieur, les données sur les victimes du régime de Joanie. Sylvia complète la liste avec le nom de Simon, puis avec le sien. Chez elle, elle va dans la salle de bain et met des affaires dans un sac. Un livre sur le passé héroïque de Joanie et son badge d'accès à l'ONU. Pendant ce temps, Gamba se faufile dans son appartement. Tobin le remarque, court depuis l'immeuble d'en face et dans l'échange de tirs abat le criminel. Mais Sylvia est introuvable, car elle s'est enfuie par l'escalier de secours. Plus tard, la femme envoie à Tobin un message disant que la diplomatie est un chemin beaucoup trop long et qu'elle rentre chez elle. Au petit matin, Joanie arrive dans le pays et les agents ont tout sous contrôle. Ils l'accueillent en bas de la passerelle et l'escortent jusqu'au bâtiment de l'ONU. Tobin envoie une équipe chez un possible complice de Gamba et on lui apprend que Sylvia a pris un billet et qu'elle va bientôt arriver à l'aéroport. L'agent demande de la retrouver et de la mettre en contact avec lui. Joanie est nostalgique en se rappelant comment, lors de sa précédente venue à New York, on l'avait accueilli avec des fleurs et un défilé. Cette fois, au même endroit, on a organisé une manifestation contre lui. On donne à Tobin la photo du complice de Gamba, qui est un membre de la délégation de Matobo. Il s'avère que l'homme est déjà dans le bâtiment, qu'il récupère dans les toilettes les pièces de fusil cachées, qu'il assemble l'arme dans la cabine de l'ingénieur du son, puis découpe une ouverture dans la vitre. Niels entre là-dedans et lui dit que sa famille recevra un chèque vendredi. Tobin remarque l'ouverture et donne l'ordre de faire quitter la tribune au dictateur au plus vite. Mais l'homme résiste, car il n'a pas encore fini son discours. Le tueur tire, mais Niels l'abat en même temps. En arrivant en courant, Tobin voit que le président a échappé de justesse à la mort. L'agent se souvient d'une interview de Kouman expliquant qu'un dirigeant qui survit à une tentative d'assassinat devient toujours un héros. Et il vérifie le fusil, qui s'avère ne pas être chargé. Au final, Niels est arrivé,
Sylvia s'approche de Zwania, qu'on a emmené dans un bunker, et lui dit qu'elle se souvient de son premier discours à l'ONU, car pour eux, ils étaient alors comme les Beatles. Elle lui prend son pistolet et lui annonce qu'il a tué toute sa famille. Tobin devine où se trouve Sylvia, se connecte à elle via la caméra de surveillance et entre dans le bunker. Il lui explique la mise en scène et lui dit que Zwania mourra en prison. Mais la femme refuse de poser son arme, et alors, Tobin avoue soudain qu'il ne pourra pas vivre sans elle, s'il lui arrive quelque chose. Sylvia fait honte au président pour ce qu'il a fait à leur pays et tend le pistolet à Tobin. Après cela, Zwania est envoyé à La Haye, et Sylvia est expulsée vers sa patrie, à Matombo. Pour finir, les amoureux regrettent de n'avoir pas eu le temps de vivre beaucoup de choses ensemble. En lui disant au revoir, Sylvia explique qu'elle aime l'Afrique, même s'il n'y a plus personne ni rien, et demande à Tobin de ne pas disparaître. Il la regarde longuement et répond « N'en doute pas ». À ce moment-là, le film se termine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez en commentaire ce que vous pensez de ce film. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.